Bon réveil matinal à toutes et à tous. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Mohamed Touré. Tout de suite, voici le journal. Les titres de cette édition: le Sénégal porté à la présidence de la commission de la CEDEAO pour la période 2026-2030. Il s'agit là d'un véritable succès diplomatique majeur selon le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le chef de l'État sénégalais avec une forte délégation est depuis 2 jours à Abuja, au Nigeria, Abuja, où est le siège de la CEDEAO. Nous parlerons également de cette grève qui dure et perdure, celle dans le secteur de la santé, avec la jonction Andegueusem-Sutsas qui déroule son 3e plan d'action avec une grève de 48 heures les 23 et 24 décembre prochains, mais cette fois-ci sans même le service minimum. Seules les urgences seront prises en compte, et c'est avec brassard rouge. Nous en parlerons avec le secrétaire général d'Andegueusem dans ce journal. L'intersyndicale des travailleurs de l'administration également a décrété une grève générale de 48 heures renouvelable à partir de ce jour, lundi 15 décembre, l'intersyndicale qui exige le paiement de l'indemnité de logement. L'actualité, c'est également hors de nos frontières avec ces tueries, notamment une attaque contre des juifs perpétrée sur la plage de Bondi à Sydney en Australie. Le bilan est lourd, 16 morts et 40 blessés. Une fusillade au premier jour de la fête juive de Hanouka qui a soulevé une vague de condamnation au plan international. Aux USA également, 2 personnes ont été tuées. Il s'agit d'étudiants et 9 blessés après qu'un homme a ouvert le feu sur le campus dans la prestigieuse université de Brown à Providence, dans l'est des USA, dans l'état du Rhode Island. À suivre, la page des sports et la revue de la presse, ce sera en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité sur Africa Solo Media, groupe 90.7. Vous le suivez également sur la TNT et sur YouTube. Et nous parlons d'abord de la CEDEAO et ce grand coup porté par le Sénégal qui a été porté à la présidence de la commission de la CEDEAO pour la période 2026-2030. Une annonce faite ce dimanche par le ministre de l'intégration africaine des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui parle d'un, je le cite, succès diplomatique majeur et d'une première historique pour le pays. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui qualifie ces résultats de première pour le Sénégal et le considère comme l'aboutissement d'un processus complexe de concertation soutenue. Le communiqué souligne que le leadership du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sa vision éclairée et ses orientations stratégiques ont été déterminantes dans l'issue favorable de la candidature sénégalaise. C'était hier à l'occasion de la 68e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO qui s'est tenue ce dimanche à Abuja, au Nigeria, siège justement de la CEDEAO, où le chef d'État était accompagné entre autres par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Et entre autres, nous parlons de syndicalisme et surtout de cette grève dans le secteur de la santé. La jonction entre Andegueusem et Sutsas poursuit la lutte syndicale. Elle déroule son 3e plan d'action avec une grève de 48 heures les 23 et 24 décembre prochains. Mais cette fois-ci, sans même le service minimum, seules les urgences seront prises en compte, et ce, avec port de brassard rouge. Le 2e plan n'a pas eu l'effet escompté, selon les syndicats qui, malgré des rencontres avec le gouvernement, dénoncent l'absentéisme des ministres. Mbalo Diacham de Andegueusem nous explique tout ceci au micro de Sambar Deba.
La coalition syndicale Jonction des luttes Andegassem Satsus déroule son 3e plan d'action qui sera ponctué par une grève de 48 heures le 23 et le 24 décembre. Cette fois-ci, le service minimum ne sera pas respecté, donc seules les urgences seront de mise. La raison aussi, elle est toute simple. Donc le gouvernement déserte les négociations et nous laisse avec les techniciens. Quel que soit leur bon vouloir, ils préparent la décision, mais ils ne peuvent pas prendre de décision. Donc de ce point de vue, nous n'avons pas d'alternative, sinon de continuer la lutte. Et on le rappelle, tout ce qu'on a obtenu dans ce secteur-là, c'est dans la rue qu'on l'a obtenu. Le gouvernement, en ignorant notre préavis de grève et en désertant la rencontre, nous pousse inéluctablement vers la rue. Et nous y serons autant que cette activité. Autre syndicat également en grève, mais à compter de ce jour, il s'agit de l'intersyndicale des travailleurs de l'administration SINTAS, SITRAPAS, SNTE, SATES et SMVS, qui décrète une grève générale de 48 heures renouvelable à partir de ce lundi 15 décembre. L'intersyndicale exige du gouvernement le paiement de l'indemnité de logement. Son secrétaire général parle même du non-respect des engagements de l'État. Omar Dramé est le secrétaire général des travailleurs de l'administration. Il est ici au téléphone de Fatou Abdou Ndiaye. Les leaders syndicaux de l'intersyndicale des travailleurs de l'administration, nous condamnons encore une fois de plus avec la plus grande fermeté le manque de respect notoire du gouvernement face à son silence et le mépris auquel il fait montre avec les organisations syndicales que nous sommes. Mais c'est sans compter de l'engagement et la détermination des travailleurs qui comptent poursuivre le combat. En conséquence, l'intersyndicale a décidé d'intensifier la lutte. C'est pourquoi nous avons décidé de décréter une grève générale de 48 heures renouvelable à compter de ce lundi 15 décembre 2025 sur toute l'étendue du territoire. Ainsi, une marche nationale avec la Fédération des syndicats de la santé sera organisée le jeudi 18 décembre 2025. Par ailleurs, l'intersyndicale interpelle les acteurs socio-économiques des différents secteurs en lutte que l'État est en train d'ignorer leurs souffrances et les plonge davantage dans une morosité économique sans précédent. Et nous parlons de scolarité ou éducation avec la tournée de rentrée scolaire. La COSIDEP était à Ziguinchor, une mission d'information et d'échange avec les autorités éducatives et les communautés locales. L'occasion aussi pour lancer un programme pilote destiné à renforcer la protection de l'environnement. À Ziguinchor, nous retrouvons Moussa Ndao. Comme chaque début d'année scolaire, la COSIDEP effectue une tournée de terrain pour échanger avec les autorités éducatives et les acteurs locaux sur le démarrage effectif des cours. L'étape de Ziguinchor a vu des autorités locales ouvertes au dialogue, disposées à renforcer le partenariat avec la société civile et consciente du rôle de la COSIDEP, nous dit son directeur exécutif, Cheikh Mbow. Nous avons rencontré le gouverneur, l'inspecteur d'académie et les autres IF qui sont dans une disposition particulièrement encourageante, qui ont un sens élevé du partenariat et qui comprennent que nous pouvons être des porteurs d'alternatives. Cette mission dans la capitale du Sud a permis de faire le point sur les défis éducatifs spécifiques à la région. Et nous sommes rendus compte qu'il était important, si nous voulons être dans une posture d'efficacité, d'avoir une thématique particulière à surveiller pour ce qui est de cette région. Il y a évidemment beaucoup de défis. Nous ne saurions tous les relever en même temps, mais il fallait nous accorder sur un défi principal. Et Ziguinchor, dans le cadre de son observatoire local de la carte de l'éducation, a retenu de travailler sur l'éducation en zone de conflit ou l'éducation dans les zones frontalières. Nous pensons que c'est une thématique d'actualité, une thématique pertinente, une thématique qui veillera à ce que les cibles vulnérables puissent être davantage soutenues, surtout dans ces conditions qui ne sont pas des meilleures. La COSIDEP a lancé dans la région de Ziguinchor 2 programmes qui visent à former les jeunes apprenants à la protection de l'environnement et aussi sur l'utilisation responsable du numérique. Face à cet environnement que nous avons complètement déstructuré, nous autres hommes, c'est ça qui nous permettrait d'avoir évidemment les aptitudes, les postures nécessaires pour avoir un environnement plus sain. Ça a été aussi l'occasion évidemment de lancer un nouveau programme, encore à Ziguinchor, sur le numérique, compétences numériques des élèves et développement de l'esprit scientifique. C'est pourquoi nous allons mettre en place des boutiques numériques éducatives, mais ensuite créer des mini-laboratoires de recherche pour que nos enfants puissent avoir ces compétences scientifiques, ces aptitudes scientifiques et puissent interagir avec le numérique autrement, de manière plus positive. Des initiatives qui seront dupliquées dans d'autres établissements, selon Moussa Sakho. Effectivement, nous sommes en phase pilote pour les 2 projets et une fois que l'évaluation sera faite, nous comptons vraiment
vraiment l'élargir aux autres établissements et montrer ces deux écoles en exemple et en modèle par rapport à la question des déchets plastiques, mais aussi à la question du numérique aussi à l'école. Au détour d'une rencontre d'échange avec les acteurs de l'éducation et d'un forum communautaire sur la gestion des déchets plastiques au CM Soukoupapaye, la COSYDEP a montré une fois de plus son engagement aux côtés des communautés éducatives pour répondre aux défis de l'école dans la capitale du Sud et pour promouvoir un environnement sain et préparer les élèves aux enjeux du numérique. Des initiatives pilotes appelées à devenir des modèles à l'échelle nationale. Et nous restons dans le sud du Sénégal. Les défis liés à l'éducation se multiplient, notamment dans les zones frontalières et les localités touchées par ce conflit, même si il n'est plus aussi prégnant qu'avant. Les déplacements des populations affectent gravement la scolarisation des enfants. Autre défi, l'attractivité de l'offre éducative des pays voisins, justement au Sénégal du Sud. Moussa Sarro, coordonnateur régional de la COSYDEP, nous explique tout ceci au micro de notre correspondant. Il y a énormément de défis au niveau du sud du Sénégal, mais notre attention a été retenue par l'éducation dans la zone transfrontalière et aussi en zone de conflit. Parce que vous le savez souvent, avec le déplacement des populations, à chaque fois qu'il y a accrochage entre les forces de défense et de sécurité et certains combattants, il y a à chaque fois des mouvements des populations. Souvent, ces enfants ne sont pas pris en compte. L'impact aussi de cette crise-là. Mais à côté de cela aussi, l'offre éducative de l'autre côté de la frontière est tellement alléchante, c'est par rapport à notre offre éducative. Quand je parle d'offre éducative, c'est en termes d'infrastructures, en tout cas scolaires, dans la zone frontalière. Ce qui fait que beaucoup d'enfants quittent nos localités pour aller vers l'autre côté, à savoir en Gambie, pour pouvoir étudier. Et demain, s'ils continuent leurs études aussi, le système éducatif n'est pas le même. Demain, ils deviendront des Gambiens. Demain, ils vont travailler dans l'administration gambienne. Demain, ils auront des difficultés avec la nationalité sénégalaise. Donc, il y a tellement de questions qu'il faut adresser, en tout cas, à la communauté éducative et de trouver des solutions pour les transmettre aux autorités afin que ces solutions puissent être prises en compte. L'intelligence artificielle est un levier d'innovation offrant des opportunités pour moderniser l'administration, améliorer la sécurité publique et renforcer la gestion des territoires. Une affirmation du ministre sénégalais de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamedou Bamba Cissé, intervenait lors de la 5e édition du Forum de l'Association des préfets et représentants territoriaux de la francophonie sur le thème « Le représentant territorial de l'État face aux enjeux de l'intelligence artificielle ». Et nous nous rendons à Darou Khoudoss, où les agriculteurs maraîchers ne savent plus à quelle récolte se fier. Leur production de choux ne s'est pas écoulée comme ils l'auraient voulu. Ils dénoncent une concurrence jugée déloyale. En effet, selon eux, le marché local est aujourd'hui inondé de choux-fleurs en provenance des pays voisins. Conséquence, des milliers de tonnes de ce produit risquent de pourrir dans les champs. C'est une correspondance de Khalifa Fall. Darou Khoudoss, sur la route des Niayes, ici des champs à perte de vue. En cette période de récolte, les champs de choux ont produit une moisson très bonne, des centaines de tonnes pendant la campagne. Malheureusement, tous les produits ont commencé à pourrir. La cause, une concurrence déloyale des légumes importés. Actuellement, on dirait qu'on vivra ce qu'on avait vécu l'année dernière, la campagne précédente. Notre marché est en train d'être inondé par des produits que personne ne va nous dire que c'est des produits locaux. Alors que nous, producteurs locaux, nous commençons en train de récolter. Nous sommes dans les programmes de récolte. Alors que tous les jours, dans les marchés, on voit les conteneurs qui viennent du Maroc, on voit les conteneurs qui viennent de la Guinée et même du Mali. Et pourtant, nous ici au Sénégal, la jeunesse que vous voyez ici derrière moi, pourtant on pouvait prendre des pirogues, on pouvait être des malfaiteurs, mais nous ne l'avons pas fait. Nous sommes là pour travailler la terre, non seulement pour travailler la terre, mais pour nourrir notre pays. Après avoir fait une production de qualité, venir au marché pour vendre, ça c'est devenu un problème. Les paysans inquiets de leur ressort interpellent les autorités. Ils demandent des solutions au ministre de l'Agriculture et à son collègue du Commerce. Un problème à résoudre pour une lancinante question. En commençant par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de leur ministre sur tutelle de l'Agriculture et du Commerce. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est le gel immédiat, je dis de façon immédiate, de l'importation venant du Maroc, venant du Guinée et même du Mali. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour éviter que le marché soit inondé. Mais à chaque fois, on dirait que c'est ça qui plaît au gouvernement. Ici à Mboro, Darou Khoudoss, Diogo, entre autres localités, les paysans disent de ne plus comprendre le mutisme de l'État face à cette problématique. En
attendant, la situation reste alarmante dans la zone des Niayes. Oubli, paysans restent impuissants face à leurs produits invendus. Il est exactement 7h passé de 17 minutes. Tout de suite, nous abordons la page inter. Actualité internationale. Tout d'abord avec l'Australie, le bilan de l'attaque contre des Juifs perpétrée sur la plage de Bondi à Sydney en Australie est désormais de 16 morts et 40 blessés. C'est ce qu'a annoncé la police d'État sur les réseaux sociaux. Cette fusillade au premier jour de la fête juive de Hanouka a soulevé une vague de condamnation internationale. L'image a fait aussi le tour du monde lors de la fusillade qui a ciblé cette communauté juive et qui a fait 16 morts ce dimanche. La vidéo d'un homme s'interposant face à l'un des tireurs qui a été massivement relayée sur les réseaux sociaux, filmée par des témoins depuis une fenêtre. Celle-ci montre un homme se cacher derrière un véhicule sur le parking de la plage, puis surprendre l'un des tireurs dans son dos avant de lui arracher son arme et de le mettre en joue. Identifié plus tard par la chaîne de télévision australienne 7 News, l'auteur de cet acte de bravoure serait Ahmed Al-Ahmed, un père de famille âgé de 43 ans, gérant d'un magasin de fruits et légumes dans le sud de la ville. Selon les médias locaux, l'un des deux assaillants, un père et son fils, avaient déjà été repérés par les services de renseignement pour des liens présumés avec le groupe État islamique. Et puis, aux États-Unis, au moins 2 étudiants ont été tués et 9 autres blessés après qu'un homme a ouvert le feu sur le campus dans la prestigieuse université de Brown à Providence, dans l'est des USA, dans l'État du Rhode Island. La police américaine a arrêté une personne d'intérêt dans le cadre de l'enquête sur cette fusillade mortelle. 7h exactement, 20 minutes dans un instant, la page des sports. Sport sur Africa 7. Et dans ce studio pour nous présenter ce journal des sports, Alamine Senghor, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour à vous Birahim Touré, bonjour à toutes et à tous. D'abord en foot, nous sommes à 6 jours exacts du début de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Ce dimanche, Pape Thiaw a rendu public la liste des 28 commandos qui vont défendre les couleurs de la nation au Maroc, avec comme mission remporter la coupe et l'amener au Sénégal pour en quelque sorte donc avoir une deuxième étoile. Il s'agit d'une sélection mêlant cadre, expérience et jeunesse. Birahim Touré retour justement donc pour encore une fois, dirait-on en tout cas, donner les noms des joueurs qui constituent cette liste de Pape Thiaw pour défendre les 10 couleurs de la nation au niveau de la CAN Maroc 2025. Aujourd'hui, événement très attendu par tous les supporters sénégalais. C'est le jour de la publication officielle de la liste des joueurs qui représenteront le Sénégal lors de cette prochaine Coupe d'Afrique au Maroc. Après plusieurs semaines de suspense, le sélectionneur national Pape Thiaw a enfin dévoilé les noms des joueurs retenus. Une liste qui mélange expérience, talent confirmé et nouvelles promesses, avec l'objectif clair, aller le plus loin possible dans la compétition. Sans surprise, les cadres de l'équipe sont présents, véritables piliers du groupe. Plusieurs jeunes talents font également leur entrée, apportant fraîcheur et dynamisme. Quelques absences importantes sont à noter, dues aux blessures, expliquées par des blessures ou des choix tactiques assumés. Et maintenant, place au moment que vous attendez tous. Alamine Senghor va nous lire la liste complète des joueurs retenus pour cette CAN 2025. Edouard Mendy, Mori Diaw, Yehvan Diouf, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Crépin Diatta, Mamadou Sarr, Ismail Jakobs, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Ilay Kamara, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Alassane Gueye, Pape Makhtar Sarr, Pathé Ciss, Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Chérif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, Ibrahima Mbaye, Cheikh Tidiane Sabali et Assad Diao. Le programme de Lyon est déjà connu. Le Sénégal disputera son premier match le 23 décembre contre le Botswana, avant d'enchaîner le 27 décembre face à la RD Congo, puis le 30 décembre contre le Bénin. 3 rencontres qui se joueront à Tanger au Maroc, où l'équipe entamera également sa préparation. La CAN 2025 approche à grands pas. Supporters, préparez vos drapeaux. L'aventure commence maintenant. Puisque dès ce lundi, les joueurs vont rejoindre la tanière. Certains sont déjà au Sénégal, à l'image du capitaine Kalidou Koulibaly, Sadio Mané ainsi que Edouard Mendy.
En attendant donc l'arrivée progressive des joueurs dès ce lundi, eh bien, mardi, demain, certainement, le groupe sera au complet et dès mercredi, Birahim, le président de la République donc va, dirait-on en tout cas, remettre le drapeau national au Lion du Sénégal avant que le groupe se déplace du Sénégal vers Tanger, qui leur servira de camp de base au Maroc dès le lendemain jeudi pour poursuivre donc la préparation. Je rappelle que le premier match face au Sénégal, ce sera donc exactement à la date du 23 décembre. L'actualité, c'est aussi le championnat du Sénégal avec la 7e journée qui s'est jouée hier au Sénégal. Sachez que la Ligue 11 sénégalaise, l'équipe de Cambérène a pris le dessus sur le Stade de Mbour. Sonacos a gagné. L'équipe de Linguère HLM de Dakar a fait match nul contre Walidane, 2 buts partout. Et victoire de Diarra face à l'équipe de Guédiawaye FC. Le club de la banlieue s'enfonce davantage. Et de l'autre côté, donc, l'autre club de la banlieue a fait match nul face à l'US Gorée. Il s'agit donc de l'AS Pékin. Wakam s'est incliné face à AGEL de Rufisque. Au classement, dirait-on en tout cas, de cette Ligue 11 sénégalaise à l'issue de cette 7e journée, l'US Gorée caracole toujours à la tête du championnat avec 15 points, 2 points d'écart sur le deuxième. Il s'agit donc du Casa Sport. AGEL de Rufisque qui remonte à la 3e position. Pour l'instant, Génération Foot et Guédiawaye FC sont déjà les clubs en zone rouge, synonyme de leur début difficile en ce championnat. Et la Ligue 2 sénégalaise, sachez que l'équipe de NGB Niaritali jouera tout à l'heure à 16h30. Ce sera donc en début d'après-midi au stade municipal des HLM pour jouer face à l'équipe de Ndiambour. Et UCST Port Autonome de Dakar a fait match nul hier face à l'équipe de Guelwaar FC. Pour l'instant donc au classement de la Ligue 2 sénégalaise, sachez que l'équipe de l'US, dirait-on en tout cas de NGB Niaritali, a été donc devancée par l'équipe de l'AS Douane d'un point, en attendant donc de voir le résultat ce soir du match Ndiambour, équipe de l'NGB Niaritali. L'actualité, c'est aussi le basketball. Sachez que l'équipe de l'AS Ville de Dakar dans le championnat d'Afrique des clubs champions en dames a été défait donc en demi-finale et finalement le club a perdu aussi le match de classement face à l'équipe de APR Rwanda à 90-84. Malheureusement donc l'équipe de l'AS Ville de Dakar ont trébuché au pied du podium. Et pour finir, cette fois-ci avec les Jeux africains de la jeunesse à Luanda, le Sénégal en mauvaise posture des athlètes sont arrivés en Angola avec beaucoup de retard, des circonstances qui entachent la réputation du Sénégal en matière d'organisation. Une question s'impose. Le Sénégal est-il en mesure d'organiser les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026? Élément de réponse dans ce papier signé Barangirad. Alors que Dakar doit accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse dans moins de 2 ans, un scandale en Angola jette une ombre inquiétante sur la capacité d'organisation du Sénégal. La délégation sénégalaise aux Jeux africains de la jeunesse à Luanda a vécu un véritable calvaire. Des athlètes sont arrivés après le début de leur compétition, d'autres après la fin de leur compétition. Voyage chaotique, billets non confirmés, hébergement indigne. Le rapport est accablant. 36 personnes entassées dans une seule chambre, pas d'eau, pas d'internet, une improvisation totale du ministère des qui a brisé des rêves, écoutez des médailles. La question brûlante, si le Sénégal est incapable de gérer les déplacements d'une 60aine d'athlètes, comment va-t-il organiser les Jeux? Le championnat est lancé avec le tournoi d'ouverture qui s'est joué ce week-end. Le championnat du Sénégal, dirait-on en tout cas, ce tournoi d'ouverture qui a été remporté en homme par l'équipe de l'ASFA, les militaires qui ont défait donc le champion du Sénégal en titre. Il s'agit donc de l'AS Ville de Dakar 3-7-0. Et un garçon, ou en dame, sachez que l'équipe de la Sokosim, champion en titre, a encore une fois donc remporté ce tournoi d'ouverture face à l'équipe de l'AS Ville de Dakar 3-7-2. Une victoire assez méritée pour les filles de Tenguedj Rufisque, dirait-on. Mais sachez que le championnat du Sénégal en volleyball 2025-2026 est lancé. Eh bien, bonne chance à toutes les équipes. En attendant donc le début officiel, dirait-on en tout cas, de ce championnat. Birahim Touré, c'est la fin de cette page sportive. Merci. Amine Senghor, vous allez rester avec nous, mais cette fois-ci pour nous proposer la une des quotidiens qui nous sont parvenus en guise de revue de la presse.